Nous sommes le 17. Le 17 ? Pourquoi? Bonjour, bonjour donc à vous tous et à vous toutes. Entendez par là, bien entendu, les îles du Nord, l'archipel Guadeloupe, comme on dit, les îles du Nord et du Sud, donc Terre de Beau, Terre de Bas, Marie-Galante. Et des irades aussi, il ne faut pas oublier les irades, hein, c'est important. Toujours, hein. Surtout le maire en a fait l'honneur au maire au niveau de la CARL. Ça, c'est un constat. Hein. Récemment, il a été élu président de la CARL. Donc je disais donc bonjour à tous, l'archipel Guadeloupe et également le reste du monde. Je n'oublie pas nos foulereux. Comme je le dis chaque dimanche, ces aficionados d'Eco-Club qui nous postent beaucoup de messages et bien entendu nous en prenons lecture, bien entendu. Alors, aujourd'hui, ce dimanche, Eco-Club aborde bien entendu comme d'habitude l'actualité. Mais de quelle actualité s'agit-il? Eh bien de l'actualité internationale. Je veux dire par là des conflits qui marquent véritablement cette actualité. Entendez par là la situation en Haïti, la situation en Europe, la Russie-Ukraine, la grande Europe géographiquement, et aussi au Proche-Orient. Les tensions du moment. Nous allons donc nous poser les questions. D'abord, concernant, que dire de ces crises, l'impuissance de la communauté internationale. L'Europe, on parlera de la Russie et d'Ukraine qui cristallisent toutes les attentions. Également, les conséquences sur le local, les conséquences de ces crises. Se posera la question comment sortir de ce contexte, ce que j'appelle un véritable labyrinthe belliqueux qui marque ce premier quart de siècle, ce premier quart du XXIe siècle. Donc vous le comprendrez, ce cocktail thématique qui nous réunit ce dimanche et le titre du thème, et le titre donc de notre thématique, donc le titre de notre émission, analyse des crises, Haïti, Europe, Proche-Orient. Voilà donc le cocktail qui nous réunit ce dimanche, téléspectateurs, et également à vous, chers amis clubistes. Vous êtes des hommes, je le dis parce que nous sommes des hommes de ce plateau, vous avez donc la latitude suffisante de vos investigations, de vos investissements, le parcours, etc. Tout cela vous donne la latitude suffisante pour aborder cette question, une question d'actualité. Chacun à sa façon de voir, nous verrons tout ça. Alors, je commencerai bien entendu par dire le bonjour à toi, Raphaël. Eh bien, bonjour à tout le monde. Alors, on a dit à la Guadeloupe, à l'archipel, au reste du monde. Au reste du monde, je rajouterai à la Guyane, qui bien sûr fait partie du monde, où j'ai vu une expérience, comment dirais-je, de rencontres extraordinaires, stratosphériques. Et je voudrais saluer toutes ces chères personnes que j'ai connues en Guyane dans un temps trop bref, trop court, trop condensé, mais qui m'ont véritablement thermolisé au niveau de la réflexion, au niveau de l'engagement, de l'implication et du désir de devenir. Donc ils se reconnaîtront. Et bonjour à toute la Guyane. Qui nous regarde. Ils m'ont demandé où est-ce qu'ils pouvaient me voir le plus facilement. Donc j'ai renvoyé sur Eco-Club le dimanche matin. Alors bonjour à la Guyane qui nous regarde. Voilà. Raymond Amaï. Oui, bonjour aux amis du plateau, bonjour à tous ceux qui nous regardent, bonjour aux dépendances. Et puis, pas dépendance, excuse-moi. Aux îles du Nord, pas dépendance. Le terme dépendance, je parle de la géographique, hein? Des saintes. Le terme est un peu choquant. Et puis les îles du Nord, bien entendu, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, et puis tout le reste du monde qui nous regarde, et ceux qui sont dans l'Hexagone et qui attendent des nouvelles du pays. Voilà.
Le terme d'indépendance, c'est un petit peu. Il y a même bité qui nous, mais il n'y a pas de. Non, si vous voulez. Si vous voulez que négatif, ça le bonjour. Oui, non, mais si vous voulez, c'est un terme que point que petit à petit, tout le monde a essayé d'abandonner. Tout simplement parce que d'avoir, en fin de compte, Guadeloupe n'a pas grande terre, Bastet. C'est grande terre, Bastet, Désirade, son archipel, qui est Guadeloupe. Et là, on a dit dépendance, on dit dans ça dit qu'on adore, le cas principal, on dit dépendance à côté, pas comme ça. C'est tout ça qui fait partie. C'est pour ça que par rapport au mariage de terre, nous sommes de plus en plus à ôter dépendance à niveau là ça et parler des îles de Guadeloupe, des autres îles qui constituent Guadeloupe, qui c'est eux. Bon, ceci dit, bel bonjour à tout le monde, bel bonjour à les camarades qui parlent là, les amis qui parlent là, qui les petits interviennent, c'est-à-dire Nico Italique et puis et bien, Collé, Edouard Collé, et bel bonjour aussi à Mandry, que nous savons qui, pour des raisons médicales, éloigné de nous depuis un certain temps. Voilà. Donc, bonjour à tout le monde. Ça, le bilan petit quand même, c'est qu'en semaine-là, ça terrible, toujours pas auteur, peut-être de mauvaises nouvelles, mais des mauvaises nouvelles, c'est un camarade à conseil syndical, syndicat au moins, qui mort, c'est Frédéric Girardin, qui était responsable toute la partie, c'est sur orientation et tout ça à l'université, c'est un universitaire. Ah oui. Et qui portait nous en lot et qui était secrétaire général à section, nous, au niveau le supérieur. Et ces garçons ont Boug qui était responsable à toute section, à toute fédération Alsace-Lorraine à la CFDT en face. Et qui était au bureau à la CFDT, Papaye. Et lui, il m'a dit avant Guadeloupéenne, il était mis en service à la Guadeloupe, en service à combat quand nous étions caminés au niveau à l'école et l'université. Et c'était un combat d'une grande intelligence. Bon, malheureusement, la vie est si faite qu'on a dit. Et madame a élevé et trouvé mieux en bouche. C'est des situations qui particulièrement Frédéric Girardin. Alors, condoléances à la famille de Frédéric Girardin. C'est important. Condoléances, nous inclinons vraiment, ce sont des faits de la vie. Ah oui, non. Disons que nous-mêmes, on se rapproche d'un âge où il y en a plus qui partent, qui naissent. Et notre génération est en train de partir. Tout doucement. C'est pour ça que c'est important d'avoir des témoignages, qu'il y avait des traces, qu'il y ait une filiation qui se fasse et qui reste dans la mémoire des gens. La mort de notre culture, c'est quelque chose de particulier. C'est pas un vrai problème. On ne meurt que le jour où on est oublié. Sinon, c'est simplement un changement d'adresse pour l'apathie, nous rejoignent l'Italie. Donc, c'est pas aussi dramatique que dans les pays où la culpabilité de la relation, est aussi plus forte que chez nous. Voilà. Alors c'est pour ça que le c'est des camarades qui ni quand même ont certain étoffe, ont certaine puissance, c'est important. Et c'est pour ça qu'il faut nous rendre aussi un bel grand hommage à Marie Scondé, qui nous pas tenu temps, qui véritablement marqué la littérature, non seulement la littérature en Guadeloupe, mais marqué sur toute une génération, puisque nous avons pratiquement la même génération là, même s'il était plus âgé que nous, qui certains d'entre nous, mais qui en fait porté pour Guadeloupe en l'eau. Oui. Non, mais on pourra ajouter, puisqu'on est déjà au préliminaire, on a vu, pour Marie Scondé, c'est tout à fait particulier, parce qu'elle est porteuse d'une problématique générationnelle. Et de toute cette génération, donc post des années 50, effectivement, elle est un peu plus grande que nous, qui avons vécu la mutation entre le rêve des parents, le désir d'avenir pour nous à l'époque, et ce qui s'est passé réellement. Et la désillusion, merci. Mais la reconstruction pour elle aussi. Elle a fait tout le parcours et sa vie est plus qu'exemplaire. Elle est pratiquement iconographique des problématiques de notre génération des années 70, 80, 90, qui avons rêvé d'un pays, essayer de le construire, mais il fallait auparavant qu'on s'apaise par rapport à notre passé. Il fallait d'abord qu'on fasse toute sa trajectoire, toute sa conquête, y compris territoriale, les différents pays, le mythe de l'Afrique, le mythe d'un tas de trucs, peut-être même du noir. Elle l'a connu, elle l'a vécu, elle l'a écrit, et c'est très très important pour la génération à venir
parce qu'elle a contribué à une certaine sérénité dans notre tête. Oui, et puis quelque part aussi, on a voulu retenir l'école littéraire, mais il y avait la militante. La militante, oui, complètement. Et c'était important, elle a toujours affirmé, la militante. C'est une femme très active. Elle affirmait fortement ses convictions. Ses convictions. Tout à fait. Alors, nous pourrissions toujours dans ce que nous appelons les préliminaires. Et, nous avons voulu faire, je dirais, un clin d'œil particulier de circonstance à notre ami ici présent, Raymond Ramaille. C'est le cas de le dire, hein, puisque vous y étiez comme moi, chers amis, qui a reçu donc cette distinction honorifique faite dans le cadre de sa profession en qualité de chef d'entreprise de transport maritime. Monsieur Raymond Ramaille, disons-le, nous avons été là d'ailleurs, présents ce jour-là, décoré chevalier de l'ordre du mérite. C'est bien ça. Nous allons demander à la technique de nous présenter la vidéo, qu'on puisse échanger là-dessus un petit moment, et puis on passera à notre... On a vu le diplôme rapidement. La vidéo. Moi, ce que je voudrais dire à Raymond, puisque quand même c'est... On passe la vidéo. Il y a une vidéo. Il y a une vidéo? Oui. Mais Raymond, j'ai voulu prendre la parole parce que j'ai eu le grand honneur de décorer votre sœur. Ça a été ma première filleule et j'ai découvert donc cette famille incroyable, extraordinaire, et qui démontre une chose importante. Il n'est peut-être pas facile lorsque dès le départ on n'a pas les richesses, mais lorsque la volonté des parents d'emmener leurs enfants le plus loin possible, de leur apprendre le courage, la ténacité, parce que c'est ce que j'ai découvert dans cette famille, je ne pouvais pas aujourd'hui, Raymond, ne pas être là pour prononcer cette phrase officielle que j'ai prononcée pour votre sœur et que j'espère vous me laisserez avoir l'honneur de prononcer pour vous. Monsieur Raymond Ramaille, au nom du président de la République française, j'ai l'honneur de vous déclarer officiellement chevalier de l'ordre du mérite maritime. Monsieur le Président du Conseil départemental, son représentant, Madame Cyprien Marie-Laure de Légendaire, des affaires vertes, Madame Carabinière du Moule, Monsieur le maire de Capesterville, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, Mesdames et Messieurs, je vous remercie d'avoir répondu à cette invitation pour rehausser l'éclat de cette manifestation. Je reprends un mot qui a été dit tout à l'heure là, des grands hommes. Je suppose que vous allez nous considérer comme des grands hommes pour donner l'exemple en Guadeloupe. En tout cas, ça a toujours été un objectif pour ce qui me concerne. C'est avec un immense plaisir que j'accepte de recevoir ce titre de chevalier dans l'ordre du mérite maritime, récompensant plus de 40 ans de plaisir de travail. J'ai œuvré avec passion et envie sans jamais penser à une quelconque récompense. Grand merci à tous ceux qui ont contribué à cet aboutissement, à la Fédération du mérite maritime et de la médaille d'honneur des marins, section Guadeloupe, à M. Denis Budé, à mon épouse et à mes enfants pour le sacrifice qu'ils ont fait pour me permettre d'y arriver. À tous ceux que j'ai oubliés, eh bien merci à tous. Et nous allons passer un agréable moment tout à l'heure ensemble de convivialité. Merci Madame le maire, mais j'aimerais bien avoir les sentiments de mon maire. Merci. Je ne peux m'empêcher de donner la parole à notre maire. C'est notre maire. Elle a deux présidents qui sortent de sa commune. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe, qui je nous fait ça. Dis-nous ça.
question, c'est quoi? C'est vous, c'est François Gauzier. Oui. Et vous avez Mounier et Gauzier. Mais c'est bien, je peux être fier. Alors je dis à vous tous, je ne vais pas nommer vos noms, vos prénoms, dire président, vice-président, à vos grades d'égalité. Je suis très fier d'être ce matin. C'est vrai que je voulais te suivre et venir vers 10h30. Mais Raymond m'a appelé, tu as intérêt à venir à 11h30. En vrai Guadeloupéen, je suis venu un quart d'heure après. Et j'ai trouvé que la cérémonie avait commencé. Mais j'étais quand même contente parce que Raymond Ramaille n'avait pas encore eu son insigne de chevalier de l'ordre national de la mer, c'est ça. On dit du mérite maritime, enfin on dit du mérite pour les autres et maritime. Et c'est vrai que Raymond Ramaille, je le connais, c'est un enfant du Moule, de la région de Sébalos. Et j'ai vu, Monsieur le Président, vous avez rappelé son parcours, mais vous avez aussi rappelé comment il a fait pour entrer dans cette fonction. Parce que vous avez parlé de sa sœur, une sœur qui travaillait et qui a permis à Raymond de rentrer dans le même circuit. Et je crois qu'avec notre frère aussi, je suis venu pour l'inauguration de grands bateaux pour aller les enlever, les prendre très loin, les remorqueurs. Et je pense que la famille Ramaille, elle me l'a dit, ce sont des gens simples, des parents très simples, des agriculteurs, avec de nombreuses familles, et qui ont permis à leurs enfants. Et c'est ce que nous devons inculquer à nos enfants. Par la connaissance, par le savoir, aller à l'école, s'enrichir et de permettre à certains hommes et femmes guadeloupéens d'être la tête de demain. Avec Raymond, je peux dire que je suis fier. Et vous avez rappelé aussi que le samedi matin, le dimanche matin, à 10h, avec notre moulin, on entend sur Canal 10. Alors c'est vrai qu'il a voulu faire un peu de politique. Après même, il a voulu aller comme conseiller départemental, mais il s'est dit, j'ai d'autres choses à faire. Et je pense que tu as fait le choix, et surtout avec ta compagne et tes 4 enfants, 4 fils comme moi-même, je dis que tu as eu un beau parcours. Et je ne peux que te féliciter de continuer et d'être l'exemple pour les Mouliens, les jeunes Mouliens, l'ensemble de la Guadeloupe. Et tous ceux qui ont été décorés, je vous félicite. Et je me dis, de temps en temps, il faut aller voir nos jeunes qui ont bien besoin de l'exemple des grands. Et en entrant ce matin, je me dis, mais Madame Lassa, en connaît-il. Mais en cas chercher. Et c'est vrai, Madame Sylvestre, après, je me suis rappelé, nous avons beaucoup travaillé ensemble. Et je sais que vous aussi, vous êtes une battante et que vous habitez à Sainte-Rose. Donc la mémoire est encore bonne. Il faut la faire travailler. Voilà. Et merci. Voilà, on est de retour. Je rappelle donc M. Drami, ici, président Raymond Ramaille, a reçu une distinction. Il a été décoré chevalier de l'Ordre des Mérites. Alors, messieurs, vous y étiez, parce que René, Raphaël et moi-même, nous avons été là, nous avons passé un bon moment en compagnie de ces personnalités que nous saluons. D'abord, sans oublier, je vais vous laisser la parole, la famille Bouidé aussi. Tous ceux qui étaient là, bien entendu. Mais pour les îles du Sud, notamment Terre de Bas, un bonjour bien appuyé à la famille Denis, à la famille Bouidé, parce que M. Bouidé, Denis y était avec sa fille, et ça nous permet d'avoir cette pensée pour Terre de Bas, et surtout tout le monde d'amour pour Terre de Bas, très fort. Alors je vais vous laisser la parole, bien entendu, peut-être d'abord à Raymond récipiendaire, cette distinction honorifique. Bon, c'est vrai, c'était une joie pour moi d'avoir reçu cette distinction honorifique. Je rappelle, chevalier de l'Ordre du Mérite Maritime. Et donc, comme je l'ai dit dans mon intervention, c'était pas le but du jeu. Bon, on commence à travailler, on ne sait pas quel résultat qu'on aura, quelle satisfaction qu'on pourra donner à soi-même et aux autres.
Et donc, pendant des années, enfin 40 ans de travail. 40 ans de travail, oui. Et donc, à ma grande surprise, j'ai reçu, pendant le Covid, déjà, j'ai reçu le document officiel. Officiel, et ensuite la médaille. Et puis la médaille, l'attribution, la pose de médaille, qui n'a pas pu se faire pendant le Covid. Il y a le temps de mettre tout ça en place. Oui. Donc, les organisateurs ont pris un certain temps pour arriver à finaliser la cérémonie officielle de pose de médaille, d'attribution de médaille. Et donc, ça s'est fait il y a de cela 2 dimanches. 2 dimanches, je pense 15 jours. Oui, à peu près 15 jours. Et donc, voilà. Donc, on était là, nous étions. Alors, je remercie déjà tous ceux qui ont contribué à me permettre d'avoir cette récompense. Déjà, la Fédération Guadeloupe, la Fédération nationale du mérite maritime, oui. section Guadeloupe, qui a l'initiative, qui a présenté le projet. Et puis après, le parcours, c'est quoi? Le parcours, c'est l'administration des affaires maritimes, l'institution. Oui. Donc, le responsable, comme on l'appelle déjà, l'administrateur des affaires maritimes, je crois que le nom a changé. Et puis après, ça se poursuit au niveau du préfet, ensuite au niveau du gouvernement qui prend la décision, qui valide ou qui ne valide pas. Et donc, et après, ça retourne à l'intéressé. Donc voilà un petit peu le parcours. Donc je remercie la nation. Qui a reconnu le travail accompli. La section de Guadeloupe de la Fédération nationale du mérite maritime, les affaires maritimes, la préfecture, et puis tous les amis qui m'ont soutenu dans cette action. Et puis je remercie aussi vous qui étiez présents, Eco-Club. Parce que j'avais pour la cérémonie, parce que je n'étais pas le seul, il y avait quand même 4 médaillés ce jour-là. C'était un grand événement d'avoir 4 médaillés en même temps. Je crois que ça ne s'est jamais produit en Guadeloupe. Et on a eu un commandeur. Le dernier parti, comme on dit en fil à roue, ça fait déjà une dizaine d'années. Donc on n'avait pas de commandeur en Guadeloupe. Donc on a eu un commandeur ce dimanche en question, il y a 15 jours. Donc la Guadeloupe aujourd'hui a un médaillé commandeur dans ses rangs. Et je rappelle, pour avoir, pour recevoir la médaille, il faut être parrainé par quelqu'un qui a au moins le même grade en médaille ou plus. Oui. Et donc, voilà, donc le commandeur qui a été décoré le dimanche en question, on était obligé, enfin l'organisation était obligée de faire venir quelqu'un d'ailleurs. Qui se trouve, c'est de cette personne que Mme Camara disait, vous êtes né à Moule. C'était un certain M. Millet qui est venu pour la circonstance pour pouvoir parrainer le commandeur de Guadeloupe. Parce qu'il faut quelqu'un de grade supérieur. Donc, voilà. Et puis dans la foulée, je m'arrête là, dans la foulée, je ne m'attendais pas à temps. Je me suis trouvé, pour la circonstance, devant une fédération de Guadeloupe qui était démissionnaire. Et donc il a fallu reconstituer le bureau. Et dans la foulée, je me suis trouvé président de la fédération de la section de Guadeloupe. Ah ben, responsabilité intéressante en tout cas. En tout cas, messieurs, merci à tous. Merci à Eco-Club parce que, disons-le, nous avons été très bien reçus par l'organisation en quelque sorte. Nous avons passé un bon moment ce dimanche. Faël Duté, Wendy, moi-même, on était très contents. Et puis voilà, toute la famille. On me fait signe une page publicitaire, de publicité. Peut-être nous allons revenir très brièvement si vous avez des commentaires à faire et nous revenons sur monsieur. Publicité, parce que Télé pas marcher sans publicité. Nous sommes donc de retour. Alors, dans le cadre de ce préliminaire, nous avons vu les 2 vidéos concernant cette distinction faite à notre ami Raymond Ramaille, décoré chevalier de l'ordre et du mérite maritime. Alors, y a-t-il des réactions rapidement pour revenir au thème essentiel de l'émission? Oui, deux commentaires. Le premier, c'est de répéter officiellement et face à tout le monde à quel point je suis fier d'avoir l'amitié, j'espère, et qui est bien réciproque de Raymond. Ça fait longtemps qu'on se connaît, mais avec plus de profondeur grâce à Eco-Club. Donc je suis très très fier de l'avoir comme ami. Et puis je suis surtout, on parlait de Maryse Condé tout à l'heure, mais c'est parlé générationnel, Raymond est beaucoup plus jeune, mais ce sont tous ces personnages
qui me satisfont, qui me plaisent et qui me sidèrent en même temps en Guadeloupe, où je retrouve trois phénomènes qui sont liés. Le premier, c'est la trajectoire. Incroyable. Une trajectoire d'excellence. Alors bien sûr, elle n'est pas finie, hein. Donc peut-être que dans 2-3 ans, je dirais une trajectoire de perfection. Mais premièrement, une trajectoire d'excellence, et ça, je trouve ça tout à fait honorable. La deuxième chose, c'est le récit. Hein. C'est tout ce qui a été dit pendant la cérémonie, un récit épique, et un récit épique de dépassement continu entre le Cévalos et maintenant, que de chemins, que de montagnes, que de ravines parcourues. Et le troisième point, c'est il est là. Ouais. Donc c'est un témoignage vivant. Du vivant. Hein, et j'aime bien dire aux gens, là, à l'époque où on disait à René tout à l'heure, on perd beaucoup d'amis et on ne sait pas comment, de dire aux gens pendant qu'ils sont vivants, à quel point on les aime, on tient à eux et qu'on est fiers d'eux. Donc c'est juste ces 3 petits points, ça fait un peu pécheux, mais je tenais à le dire à Raymond aujourd'hui, ce matin. C'est très bien, merci en tout cas. Merci. Et Cévalos a entendu, je pense, de la famille Ramaille. Ah ouais, bien sûr. La population du Môle a entendu la pensée, la réflexion de Raphaël concernant ce citoyen, ce moyen. Donc c'est très bien. René, oui, a dit. Alors, premier bidon qu'il dit, hein, c'est que en Guadeloupe, depuis moins longtemps, beaucoup moins longtemps Raphaël. Mais si vous voulez entendre parcours à l'homme, hein, qui a pour moi son parcours remarquable, et c'est parcours au Guadeloupéen qui connaît ça y est, qui la misère et qui arrive à transcender tout ça. Deuxième problème, c'est que si vous voulez en rendre moins compte par propre expérience, en moins que tout ça, que dans la société en nous, la reconnaissance par les pères sont quand même qui est important dans la société en nous. Et là, c'est trop reconnaissance par les pères. C'est-à-dire les gens qui étaient capables de partager même domaine de travail là qui. Et pour moi, ça, on ne peut pas, ne serait-ce que par amitié par le monde là, pas être présent. Quel que soit ça, on peut pas penser, mais on ne peut pas être présent. C'est un signe d'amitié, vraiment, vers nos amis, côté là ça. Et puis, troisième question qui est pour moi important, c'est que le domaine là en particulier dans lequel il a œuvré là, hein, en vrai, brodé, en vrai, tout ça, c'est le domaine des aromateurs guadeloupéens. Oh, nous pas gagné ça en lot, hein, aromateurs guadeloupéens. Et c'est un domaine pourtant qui est important pour la société en nous, quelle qu'elle soit divinée à la société en nous. Pourquoi? Parce que ça donne nous des perspectives d'ouverture sur le monde qui ne pas nécessairement bloqué en l'air simplement l'exclusivité coloniale. Et ça extrêmement important que nous, ni des aromateurs guadeloupéens, qu'ils ont reconnu et qu'ils ont honoré. C'est pour ça que la présence là a mené présence à moi côté Raymond, par amitié, et aussi parce que ça correspond à un fond pour la société en nous et un fondement pour la société en nous. Voilà. Merci pour tous ces propos. Et je sais pas, je crois on va venir au thème, à moins qu'il y ait des choses à dire. Quand même pour vous remercier tous. Et puis, dans la foulée, René a dit quelque chose d'intéressant concernant ce domaine d'activité qui est le domaine de la mer. Et j'ai l'impression que nous n'investissons pas suffisamment ce domaine de la mer. Et pourtant, on a beaucoup de personnes, de gens du pays, et qui, de qualité avec de grosses références dans le domaine. Mais c'est peut-être pas assez diffusé. Et j'en veux pour preuve, à part toute la presse était invitée à la cérémonie ce jour-là. Il y a Guadeloupe Première qui a fait pour ne pas trop faire de pub pour les autres, mais a fait le déplacement. Et ma foi, la presse écrite, la presse parlée, les autres presses ont été très discrètes. Et c'est peut-être pour ça que nous n'arrivons pas à franchir ce seuil. Il faut quand même que ce soit la presse écrite, que ce soit la presse parlée, que ce soit la presse télévisée, qu'on puisse donner plus d'importance à ce secteur d'activité et pour mettre en évidence ce qui
étaient déjà là, et ceux qui sont là, et ceux qui viennent, et pour inciter à plus de Guadeloupéens d'aller vers ce domaine de la mer pour connaître un peu ce qui se passe. Et Mme Carabin, dans son intervention, a dit quelque chose aussi qui m'a beaucoup plu, et le public. Et je la remercie aussi à Mme Le Maire d'avoir été présente à cette cérémonie. C'est que ceux qui sont là, et aujourd'hui, c'est quelque part un peu mon rôle en tant que président de la Fédération nationale du mérite maritime, de faire la promotion de nous, de faire un peu la promotion de ce que nous sommes, de ce que nous représentons, pour pouvoir inciter les jeunes à entrer dans le domaine, à entrer dans le secteur, pour investir aussi l'eau, investir la mer, parce qu'il y a une richesse à ce niveau-là, à mettre en évidence, à exploiter, et nous ne participons pas assez de ce créneau-là pour inciter encore plus à entrer dans le domaine, pour faire la promotion et d'investir les métiers de la mer, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et on n'a pas encore pris toute notre place dans ce domaine-là. Oui. Merci, c'est bon, merci, et on salue bien entendu Terre de Bas, la personne de M. Boudi Denis. Oui. Un dernier petit mot quand même, alors ce jour-là ont été découverts aussi M. Santalé Cangeorges, on n'a pas... M. Castel, et le commandeur Michel, et que je tiens à féliciter tous ces gens-là, et collaborer avec la fédération locale que je représente aujourd'hui pour promouvoir les métiers de la mer et donner des exemples aux plus jeunes pour les inciter à aller dans la mer. Voilà donc sur ce schéma-là, en quelque sorte, nous avons tenu à notre manière d'honorer notre ami, ici en présentant donc cet événement. Nous revenons donc venons-en à notre thème. Le thème d'aujourd'hui, je reprécise pour ceux qui s'installent en quelque sorte devant le poste maintenant, le thème d'aujourd'hui, analyse des crises, Haïti, Europe, Proche-Orient. Alors, nous assistons bien entendu depuis quelques années à des zones de tension, notamment l'Europe, Russie, Ukraine, la tension au Proche-Orient entre Israël, Hamas et maintenant l'Iran. Et il y a aussi la situation d'Haïti, cette situation qui dans notre environnement, je dirais, intra-régional, en quelque sorte. J'ai tellement envie de vous entendre d'abord sur Haïti, avant d'aller peut-être un petit peu plus loin. Cette situation, elle est une situation de crise, d'instabilité institutionnelle, je dirais, où l'État s'efface, c'est le grand désordre en Haïti. Comment, d'abord, quel est votre regard sur cette situation, sur cette réalité haïtienne qui nous préoccupe, qui doit absolument nous préoccuper? Alors, René? Oui, alors, si c'est pour parler quand on y a dit ça. Non, mais si c'est pour parler d'Haïti, en cas quoi, il faut remonter à bien plus loin pour comprendre pourquoi nous arrivons là. Oui. Et qui j'en nous arrivons là. Haïti, c'est un symbole. La première république noire issue de l'esclavage, qui réussit non seulement à briser les chaînes de l'esclavage, mais vient en république indépendante. Et ça, c'est un symbole pour toute la Caraïbe qui, l'esclavage, c'est qu'à continuer à rouler encore dans l'ensemble de la Caraïbe et même en Amérique du Sud. Et ce symbole-là, ça, effectivement, toutes les puissances esclavagistes, qui étaient les puissances coloniales, il faut les briser, il faut les écraser, il faut les biter. Et ça a commencé d'ailleurs depuis les blocus qui étaient organisés à l'entour de Haïti et qui fait qu'ils ont pratiquement extorqué 50 millions d'euros à Haïti et ils ont affaibli économiquement le pays là, complètement à niveau là ça. Mais ça vient accentuer par la suite et avait notamment intervention à l'Américain. Il ne faut pas oublier que les Américains, non seulement ils ont envahi Haïti à un moment donné, ils ont parti avec tout l'argent à la Banque nationale à Haïti, et ça a fort close d'ailleurs. Ils ont parti avec tout ça. Mais qu'en plus, ils soutiennent l'accession à Duvalier au pouvoir. Ils ont appuyé Duvalier, le régime tonton-macoutiste, qui jette qu'à préfacer destruction à l'État haïtien en tant que tel. Et si vous voulez, depuis période là, ça, Haïti est entré dans une longue descente aux enfers qui a mené à la situation actuelle là,
Ou quand on vous compte que les puissances étrangères, loin d'effectivement aider Haïti, plutôt aider à rentrer de plus en plus fond. Alors, ça ne veut pas dire que les Haïtiens n'ont pas de responsabilité aussi dans ça. Parce que là aussi, ils n'ont pas trouvé la force nécessaire pour redresser la situation, et répondre les bités en main. Mais Haïti porte un lot qui, sur le plan intellectuel, qui, sur le plan des idées, qui, sur le plan de la connaissance, à niveau à les autres peuples alentour le monde et qu'apporter toujours. Malheureusement, à l'heure actuelle, on est non seulement déliqué sur ça à l'État, les institutions, mais on est, si vous voulez, sur le plan économique, un certain nombre les 12 grandes familles qui ont dominé Haïti, qui liées au financement international et tout ça, et qui nient des méthodes qui mènent aussi à destruction à l'État haïtien, jusqu'à soutenir la formation des gangs qui, à l'heure actuelle, qui a créé cette situation-là qui est en Haïti. Donc, ça veut dire que sur cela peut venir qui des Haïtiens eux-mêmes, puisque Haïti a des richesses énormes. Haïti ni des réserves d'or, il ni des réserves minerais encore beaucoup plus importantes, mais que tout le monde a l'orient ça et que pas monde pas envie que ça mette en valeur tout le temps qu'il n'y a pas fait même mise à eux dans les pays là. Et c'est ça qui gravite à la situation là. Et c'est Haïtiens eux-mêmes qui peuvent sortir d'affaires à dans ça, avec si vous voulez soutien international à tout le monde pour essayer à l'époque pour essayer ouais si on arriver à sortir à ça. Alors, c'est une description historique de l'histoire un peu d'Haïti, si on peut dire, mais il est certain que quand on regarde la réalité du mouvement, l'actualité, on doit s'interroger au XXIe siècle, comment un petit territoire de la Caraïbe se trouve comme ça, je dirais entre guillemets isolé, qui n'arrive pas à réaliser le décollage économique, politique et bien d'autres. Alors, Raymond, sans doute, quelle réaction cela suscite au niveau de l'analyse de ta part? Alors, il faut remonter un peu, comme l'a fait René, remonter un peu pour voir un petit peu le parcours. Bon, on va pas... Moi, je ne suis pas historien. Oui. Et on constate, on entend, on constate, on voit, on côtoie. Oui. Et donc, on voit que c'est une situation particulièrement compliquée en Haïti, aujourd'hui, à mon sens. Et aujourd'hui, je pense que, c'est pas pour être défaitiste, hein, mais je ne vois pas la solution. En tout cas, à court terme, je ne vois pas la solution. Et c'est ça qui est plus dramatique de cette affaire-là, que un pays en déchéance, qui est sans commande, si pour prendre un terme maritime, pour rester dans le domaine maritime comme de tout à l'heure, en relâche forcé, libre sur la mer, et qui on ne sait pas où est-ce que Haïti va. Et on voit bien que les ressortissants fuient, vont laisse le pays et pour aller dans toute une diaspora qui de par le monde, hein, on trouve des Haïtiens un peu partout. C'est dire que ça ne va pas dans son pays. Et on a eu Papa Doc, oui, qui était très soutenu par l'Amérique, les États-Unis. On ne va pas rentrer dans trop de détails parce que moi je ne connais pas les différentes subtilités entre les chefs d'État. Mais on a constaté quand même que du temps de Papa Doc, c'était une dictature. Ça marchait. Mais ça marchait. C'est vrai que les Haïtiens n'étaient pas contents. Aussi. Et ensuite, on a eu, ça a duré un certain nombre d'années, il y a eu beaucoup de turbulences, mais c'était lié aussi au climat politique de la zone. Il fallait aussi, par rapport à Cuba, il fallait que les Américains, Cuba qui était plus proche à l'époque de l'URSS, oui. Et il fallait trouver un contrepoids par les Américains, et donc il y avait Haïti qui était en face de Cuba. Donc il fallait jouer le jeu. Trouver un montage pour calmer le jeu entre d'un côté le bloc soviétique et de l'autre côté le bloc américain. Et on a utilisé d'un côté Fidel Castro, de l'autre côté Papa Doc. Et ensuite est arrivé Bébé Doc,
dans un climat beaucoup plus apaisé, moins de tension. Et donc, Bébé Doc a voulu, en tout cas, on a eu l'impression que Bébé Doc voulait aller un peu plus vers la démocratie. La démocratisation. Mais les Haïtiens étaient peut-être un peu trop pressés à ce moment-là. Et il y a eu beaucoup de conflits, de guerres civiles, un peu du ça comme ça. Hein. Et Bébé Doc était obligé, on va un peu vite en besogne par rapport à le temps que ça a mis pour arriver. Bébé Doc était obligé de fuir. Il a laissé le pays. Et depuis, nous avons Et jusque-là, le pays était à peu près géré, à peu près contenu. Et que j'ai l'impression que la démocratie, c'est pas encore rentré dans la mentalité, dans l'esprit des Haïtiens. Ça, c'est un avis un peu personnel. Et donc, tout le monde, chaque croit que je pourrais faire mieux que l'autre. Tout le monde chef. Et tout le monde est chef. Les présidents sont nommés, parfois sont élus, et puis le lendemain, le mois d'après, l'année suivante, c'est un basculement. Et tout le monde croit que je pourrais faire mieux que l'autre. Et puis voilà, le pays est parti vraiment dans la décadence après Bébé Doc. Et aujourd'hui, moi je croyais qu'après Bébé Doc, que Haïti avait touché le creux et le fond. Mais on était encore loin du fond. Et quand on regarde aujourd'hui, c'est une guerre entre Haïtiens, une guerre civile. On ne veut pas on ne veut pas d'intel, on ne veut pas d'intel, je ferai mieux que toi, je prends la place. Et puis c'est des coups d'État en permanence jusqu'à assassiner le dernier président. Et on connaît un peu la suite, comment ça s'est présenté lors de la démission une démission un peu télécommandée du Premier ministre Ariel, qui était au pouvoir. Mais enfin voilà, et ça, le pays continue à la déchéance. C'est pour terminer, je dirais, comme je viens de te dire tout à l'heure, je ne vois pas l'issue. Le problème est entre Haïtiens, et même en venant avec une force extérieure, mais on voit on organise comment, si, je veux prendre le cas de la France ou de l'Amérique, on veut aller faire une intervention, mais avec qui on négocie? Comment on fait pour entrer, pour organiser quelque chose, s'il ne faut pas faire un coup d'État et aller rentrer dans un pays, prendre le pouvoir dans un pays? Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, c'est pour ça que je dis, je ne vois pas encore comment aborder. Peut-être que c'est en train d'être fait là, mais est-ce que ça va tenir? Parce qu'il y a un gouvernement qui est en train d'être nommé ou qui est nommé pour aller vers l'organisation d'élections. Mais est-ce que ça va arriver jusqu'au bout? Et est-ce que les Haïtiens vont laisser en fait un président élu en place pour faire ce qu'il y a lieu de faire pendant 4, 5 ans, 10 ans ou 6 ans, le temps de son mandat, pour voir si les choses avancent, si les choses n'avancent pas, changer, comme ça se fait dans les grands pays démocratiques, par exemple comme la France. Mais il faut laisser du temps au temps pour que l'élu puisse mettre en application sa politique et sortir le pays de cette situation qui me paraît particulièrement compliquée. Situation inquiétante, très inquiétante. Oui, c'est un chaos total. Un chaos total à peine programmé, c'est sûr historiquement, mais annoncé maintenant. Alors moi je me suis beaucoup intéressé pendant 10-15 années, je reviens à la Guadeloupe, au vécu de crise. Et aux situations de crise, parce que la crise, c'est un certain nombre de menaces qui se réalisent, une majoration de menaces qui se réalisent, et quelques opportunités qu'on rate à chaque fois. Et en Haïti, c'est que des menaces qui se réalisent et pas d'opportunités. La crise, elle est particulière. Hein. Alors c'est quoi la crise? Déjà pour commencer, c'est un état durable. Hein, c'est pas un accident, c'est pas une catastrophe. Le tremblement de terre, c'est une catastrophe. Bon, c'est momentané, ça peut évoluer sur une crise après, mais pas nécessairement. Et la crise existait déjà avant, et le tremblement de terre, la catastrophe ou quoi que ce soit, amplifie ces phénomènes-là. La crise, c'est une sommation de ruptures, de décrochage, d'incapacité à être, à faire. Et ce qui est dramatique dans le cas d'Haïti, alors toutes les crises ne se ressemblent pas. On va parler aujourd'hui un petit peu de l'état du monde, mais la crise d'Haïti n'a rien à voir avec la crise ailleurs. C'est une crise tout à fait spécifique, parce que ce n'est pas la crise de l'État en tant que tel, c'est la crise des États du moi, des différents États qui constituent, quand ils sont à peu près cohérents, l'État tout court. Hein, que ce soit l'État-nation, l'État n'importe quoi, on n'a même pas l'émergence de ce niveau-là. Et la crise des États, c'est ce qu'on appelle l'atomisation, la schizophrénie. C'est une crise psychotique. Chaque
partie, chaque atome part dans son domaine. Ils revendiquent rien parce qu'ils sont dans des rapports de délire organisé, de délire commun, de covariance. Chaque monde qui a fait taille, chaque personne revendique le pouvoir, revendique la légitimité, revendique l'autorité, et donc on est dans quelque chose de chaotique, sachant que le chaos, c'est le premier degré d'organisation du monde. Et pratiquement au niveau de l'état de nature. Et que donc derrière, c'est une culture sociale, c'est une culture politique, c'est une culture institutionnelle qui doit se mettre en place. Mais c'est excessivement difficile. Et donc, on est interpellé parce que même si les motifs sont extrêmement exogènes, et la pression a été très très forte. C'était le cas pour Cuba, ça a été le cas pour la Corée du Nord. Oui. La réaction, la réponse, elle est interne. Et donc là, ce n'est pas une crise de l'entreprise haïtienne, puisqu'il n'y a même pas d'entreprise. C'est la crise de l'intraprise, l'être ensemble, le vécu ensemble. Alors bien sûr, pendant longtemps, les artistes, les poètes, les écrivains, les musiciens, Haïti chéri, etc., ont essayé de calfeutrer, de camoufler d'une certaine manière cette implosion. Ce n'est pas une crise de l'explosion sociale, hein, c'est une crise de l'implosion. Alors, l'explosion, on sait faire. Quand un pays explose, en Guadeloupe, on vous dit souvent, et j'avais ces débats-là il y a 10-15 ans avec certaines personnes, sont des ordres qu'à mettre en l'ode. Oui, quand c'est un désordre de type explosif. Mais quand c'est un désordre de type implosif, on ne sait pas comment on sort. C'est un effondrement interne. Les choses s'éparpillent, les choses se diluent, les choses se délitent, et donc on ne sait pas quoi faire. Donc, quand je rejoins Raymond, on ne voit pas comment on va s'en sortir. Il faut plus qu'une génération pour s'en sortir. Il faut plus qu'une volonté, il faut plus qu'une vision, il faut un effort concerté du peuple entier pour y arriver. Et il faut un leader. Il faut quelqu'un. Bon, on a dans notre histoire de nègres. Alors, quand je dis nègre, je parle de culture nègre. On a eu des Mandela, on a eu des gens qui ont porté à un moment donné des situations qui étaient aussi critiques que ça. Oui. L'Afrique du Sud n'aurait jamais dû s'en sortir, compte tenu de ce qu'elle a vécu. Sauf qu'elle a eu Mandela. Cuba n'aurait jamais dû s'en sortir, compte tenu des pressions qu'ils ont eues. Sauf qu'ils ont eu, Castro. Et donc, bon, et je dirais la même chose sur la Corée du Nord, pas compte tenu du rapport avec l'Amérique, avec les toutes puissances. Sauf qu'ils ont eu leur type. C'était pareil pour la Chine, etc. Donc, la pression de l'Occident sur des pays comme ça, emblématiques, ça a toujours existé. Maintenant, moi, de mon point de vue, je m'en fous. Bon, excusez-moi de dire ça comme ça, mais je m'en fous de l'Occident. Mon problème, c'est quelle est la capacité interne d'un peuple, à un moment donné, de faire co-émergence et de permettre au-delà de... Parce que c'est pas le travail qui tue. Les Haïtiens travaillent, hein. Ils savent travailler. C'est pas les ressources. Il y a beaucoup de ressources. C'est pas l'absence de potentiel humain. Ils ont tout. Maintenant, comment faire pour que la mayonnaise prenne, pour qu'ils puissent... Et moi, j'ai connu deux Haïtiens très importants, très bien, qui sont revenus du temps de Aristide. Un était directeur de l'hôpital à Brooklyn, l'autre était installé en Afrique, et ils sont retournés parce qu'ils y ont cru. Et au bout de 6 mois, 1 an, ils sont repartis. Et donc, il y a véritablement un pari qui est fait, pas par rapport au passé, mais qui est fait par rapport à l'avenir, et qui doit passer par quelqu'un qui aura la capacité de catalyser toutes les synergies, toutes les opportunités de développement. Ça va être hyper difficile, mais c'est possible. Ouais. C'est possible parce que nous sommes des nègres et que l'espérance, c'est les nègres. Oui. On manque la page et ensuite on revient sur cette analyse très pointue avec Oni tout à l'heure. Ce sera juste pour faire une conclusion, parce que si on doit discuter des autres problèmes, il faudra leur laisser la place aussi. La conclusion, puis on va conclure peut-être là-dessus, sur ce thème-là. Eh bien, à moins que la page publicitaire, donc page publicitaire, et nous revenons après avec vous. D'accord, nous sommes donc de retour après ces 2 pages publicitaires et nous arrivons donc dans le cadre de cette thématique, hein, nous analysons la situation de crise que traverse Haïti. Alors, René Bouchon,
comment réagir par rapport à tout cela? Non, mais... On parle de malédiction, entre guillemets. Non, ça fait malédiction, il faut nous arrêter avec ça. Oui. Sinon, chaque fois, on a un certain nombre de problèmes qui sont son côté, les gens qui font parler de malédiction, ça n'a pas ni pour sens. Parfois, c'est nous-mêmes qui avons un problème là, et pas la malédiction qui sortit de je ne sais quoi. Si vous voulez en dire, qui ont tout un certain nombre de forces, de circonstances historiques et tout ça, mais bon. Ça qui dit, c'est que, comme on a dit, ça peut être une volonté haïtienne qui peut changer là. Et après une intervention extérieure, il peut juste comme si on mettait un pansement long plein, mais on pas guéri. Il faut une volonté politique haïtienne. Haïti, tout ça il faut pour sortir d'affaires sur le plan économique, sur le plan intellectuel, scientifique, littéraire, etc. Il y a tout en artistique, culturel, il y a tout en force et en puissance. Comment il y a une volonté véritablement politique de faire sens en pays Haïti pour faire en sorte que ni en unité qui fait alentour à nécessité à reprendre tout ça en main, à reconstruire le pays là. Et nécessité là, ça, c'est une nécessité politique, c'est-à-dire qu'il faut que les égos ou les ambitions personnelles effacent devant l'intérêt général qui s'est intérêt à payer Haïti. Ça, c'est toute volonté politique là. Il faut effectivement que la situation à une grande famille et tout ça éclaire aussi de manière claire et nette, c'est-à-dire qu'il ne peut pas continuer de dominer et tirer les ficelles par en bas au point de financer les gangs. J'ai des intérêts. Il faut rétablir l'État. Oui. Alors, moi, je suis de ceux qui pensent que, certes, il faut une force intérieure en Haïti pour au moins essayer de mettre quelque chose en place, comme ça se fait en ce moment-là, et pour vous que ça dure. Et j'espère que la mayonnaise va prendre. Mais je pense aussi qu'il faut le concours de la communauté internationale. Ou au moins de quelques pays pour accompagner Haïti pour sortir de cette zone de violence. Et certes, pour pouvoir intervenir, il faut déjà un leader. Il faut un leadership, un leader charismatique. Il n'y a pas de leader charismatique aujourd'hui. Créer un leader pour faire l'embryon de quelque chose. Et pour que la communauté, un pays ou la communauté internationale puisse intervenir pour pouvoir aider Haïti, accompagner Haïti à travers le gouvernement, ne serait-ce qu'un gouvernement provisoire, mais qu'il y ait quand même un relais. Et pour qu'un pays étranger puisse venir faire quelque chose, mais il faut un relais dans le pays. Il n'y a pas de relais. Aujourd'hui, il n'y a rien. Pas de police, pas Il n'y a rien. Donc, il y a une police, mais donc, mafia, on dit. Non, faible est disqualifié. Voilà, c'est ça. Moi, je pense qu'il y a deux manières d'être vertical. Soit vous avez un squelette, et ce qui manque en Haïti, c'est un squelette, une colonne vertébrale, interne, propre à eux, une colonne vertébrale sur laquelle tu vas charpenter un petit peu tout le corps. Donc une organisation interne structurante. Donc c'est très important. Soit c'est des exosquelettes, donc des carapaces mises à l'extérieur qui permettent aux chairs molles de tenir et d'avoir une consistance. On ne pourra pas faire, et on est dans une problématique de développement. On ne pourra pas faire le développement sans les gens d'Haïti. Bon. Au stade où on en est maintenant, l'apport de personnes extérieures est complètement disqualifié parce qu'ils sont déjà venus, ils ont déjà bien profité du pays et ils sont repartis sans que nécessairement on ait senti la valeur ajoutée. Donc il y a vraiment un pari énorme qui est fait aux Haïtiens eux-mêmes, mais c'est très difficile parce que c'est... Je ne sais pas comment ils vont faire, mais pour pouvoir constituer cette verticalité à partir d'un minimum de sens commun, de sens d'État, de sens de pays. Et Dieu seul sait si c'est le sens du pays, mais il faut que ce sens soit dans un sens direction, où est-ce qu'on veut aller, et un sens signification, comment mettre en place rapidement des procédures d'équitabilité, d'égalité, de développement, les institutions. Sinon, s'il n'y a pas moyen, ça partira à volo, et après le partir à volo, ça va se déchiqueter complètement. Et la diaspora, qu'est-ce qu'on peut en dire? Elle a déjà beaucoup essayé. Elle veut plus se sacrifier. Mais elle veut plus se sacrifier. Elle peut faire quelque chose pour qu'elle soit reconnue. Parce que le problème de la diaspora, c'est qu'ils sont partis.
Alors que ceux qui sont sur place revendiquent le fait d'être restés. Mais c'est vrai qu'il y a une diaspora très très intelligente, très très forte. Elle est partout. À la Banque mondiale, il y en a partout. À l'ONU, il y en a partout. Il y a des gens très très bien. Mais il faut qu'ils aient les moyens internes de leur crédibilité. Le rôle de la diaspora aujourd'hui, c'est plutôt fuir le pays déjà pour leur sécurité perso, avec leur famille, mais et garder un rôle de retour de devise dans le pays pour pouvoir, pour que ceux qui sont sur place, plus vivoter, faire comme ils peuvent avec un retour de devise dans le pays. Moi, je pense que le rôle se limite aujourd'hui à ça. Maintenant, est-ce que la diaspora a véritablement de l'ambition, parce que quand on est à l'extérieur, c'est pas évident de pouvoir aller régler un problème dans son pays alors qu'on est à l'extérieur. Il faut être déjà un leader charismatique ou un leadership pour avoir cette aura-là. Bon, autrement, pour créer un leader à l'extérieur, c'est pas facile du tout. Alors c'est une situation... Je veux dire simplement, la diaspora, il y a une diaspora qui a fui le pays parce que sa vie était en danger. C'était sous la période Duvalier et tout ça, même si on disait que Duvalier tenait. Mais Duvalier tenait par la terreur. Et qui ont été obligés de fuir. Et il y a maintenant une diaspora qui fuit pour des raisons économiques et autres, c'est-à-dire des raisons de sécurité aussi, liées aux gangs et tout ça, mais des raisons aussi économiques. Parce qu'il n'y a pas un État haïtien structuré et prenant en compte le développement du pays Haïti. Donc, et effectivement, la diaspora, elle a un rôle à jouer. Elle a certainement un rôle à jouer. Et il faut qu'elle prenne ce... mais là, c'est à l'intérieur d'Haïti même, les forces vives ont un rôle à jouer. Pour pouvoir mettre en place, justement, et faire émerger un leader. À l'intérieur d'Haïti, le problème... Moi, je ne suis pas dans le pays, aggravé aussi. Mais j'ai l'impression, vu d'ici, que dans le pays, on essaie plus d'assurer son vote chaque jour. Bien sûr. Je pense que c'est de survivre. Oui, ça c'est sûr. Donc avant de penser à aller sauver l'État, si toutefois il y a un État à sauver aujourd'hui, on pense d'abord à remplir son ventre et le ventre de ses enfants. Parce qu'il y a de la misère en Haïti. Il faut déjà assurer son ventre chaque jour. Et on parlions de communauté internationale, mais il y a des instances intra-régionales, des schémas d'intégration. Oui, il y a toutes les coopérations, il y a toutes les solidarités nationales, internationales, mais elles prennent du sens, regardez ce qui se passe à Gaza, elles prennent du sens quand le pays est un minimum organisé, sinon c'est du pillage, sinon on ne pourra pas faire l'économie de l'organisation et de l'organisation par les Haïtiens eux-mêmes. On peut pas un pays... C'est pour le problème du développement. Mais même, c'est vrai, tu as raison, même porter à manger, c'est pas distribuer à manger, c'est pas donner la béquille aux gens, c'est créer déjà des premières infrastructures économiques de redistribution et d'équité entre les gens. Donc ça va être très difficile. En tout cas, il s'agit là d'une situation, connaissons-le, très préoccupante, ce qui existe en Haïti. Alors, peut-être un dernier point de vue, on va toujours rester, mais et derrière, en filigrane, il y a la peur de tous les pays. En Guadeloupe, ça nous impacte énormément. Parce qu'on se pose la question de la crédibilité des gouvernances noires. En Afrique, c'est pareil. Les expériences, et ça peut faire penser aux gens qu'on n'a pas les moyens ou d'une certaine manière, on a une certaine incompétence à s'autodiriger. Non, il ne faut surtout pas faire d'amalgame. Même si certaines situations sont très critiques en Guadeloupe, et Dieu seul sait si entre nous, des fois, ça ne va pas du tout, on peut penser qu'on a quand même un patrimoine historique, administratif, organisationnel, qui fait qu'on a comme la tentative ou la tentation d'autodirection, sans rentrer dans des gros trucs, elle doit être jouée dans nos pays de manière complètement différente. C'est pour ça que l'Organisation des États de la Caraïbe, qui est beaucoup plus proche, a certainement un rôle très important à jouer aussi. Voilà. Et c'est là-dessus, c'est sur elle qu'il faut les appuyer, peut-être sous le plan international, plutôt que intra-régional. Voilà. Alors, nous avons aussi une situation, avant de venir à l'Europe, à Russie et l'Ukraine, il y a une situation au Proche-Orient, notamment
ce qui s'est passé, je crois, le 7 octobre, qui a tout déclenché, dirait-on. Enfin, qui a tout déclenché. Il n'y a pas tout déclenché. Ça existait avant. Voilà. Donc, l'histoire n'a pas commencé Israël, le 7 octobre. avec le Hamas, toute la Palestine, et maintenant on a l'Iran qui entre dans le jeu. Il s'agit là de grandes inquiétudes relativement à ce qui s'est passé, qui est en cours, mais qui s'est passé en fait hier et aujourd'hui, qui compte avec l'Iran. Avec l'Iran, mais en fait là, c'est une crise contemporaine véritablement. Nous vivons cette crise-là. Très souvent, on ne prend pas la mesure de tout cela. Non, mais bon, ça a commencé, ça a 70 ans que ça a commencé. Et c'est une histoire à épisode, à répétition, et où il y a beaucoup de malhonnêteté intellectuelle dans l'analyse de ces histoires. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Ce que je veux dire, c'est que ce qui est grave dans le monde aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que le conflit, alors c'est pas la crise cette fois-ci, le conflit est devenu la solution de tous les problèmes. Et tous les problèmes, c'est quoi? C'est cette espèce d'impasse dans laquelle nous amène une certaine forme de la mondialisation, une certaine forme de la globalisation et des intérêts complètement particuliers de certains groupes, de certaines puissances, de certains trucs comme ça. Et donc, il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus d'entente. Les grands organismes de régulation, l'ONU, sont complètement incompétents et disqualifiés. Et donc, les peuples, ou les peuplements ou certains États sont confrontés à des situations de dépouillement total, y compris par rapport au droit international, de la défense et l'illustration de leurs intérêts. Donc en plus de ça, il y a dans le fond de la problématique l'idée quand même que l'Occident, d'une certaine manière, est en déclin et résiste comme elle peut avec les moyens qu'elle a à ça. Donc c'est vraiment quelque chose de très très global, avec une solution, un cocktail, alors c'est vraiment un cocktail. J'aime beaucoup le mot cocktail, parce que le cocktail c'est plus que la somme de ce qu'on met dedans. Tu prends un punch, ça te fait rien. Tu prends un cocktail, ça te saoule. Donc c'est vraiment l'idée du cocktail, et donc c'est gravissime parce que dans cette histoire-là, ça embarque tout le monde. Chacun croit qu'il a le droit de dire quelque chose, c'est vrai. On n'est pas historien. Hein? Et même si on était historien, il y a des conflits entre l'histoire événementielle, l'histoire chronologique, l'histoire affective, la mémoire et compagnie. Et donc, où est-ce qu'on va avec ça? Je ne sais pas, mais ça sent pas bon, et ça sent effectivement les conflits de troisième millénaire. Oui, c'est sûr que nous vivons ces événements avec travers les moyens de communication. Qui sont les nôtres. Depuis un certain nombre d'années, nous sommes informés. Oui, mais même ces moyens de communication. Oui, il y a aussi il n'y a pas de bon. On a vu qu'en France, maintenant, il y a toute une presse d'opinion qui est absolument. Qui est sous contrôle. Qui est sous contrôle, minimum. Qui est minimum sous contrôle. Oui. Alors, comment réagir par rapport à ça? Non, mais il faut. Vraiment, de l'heure. Allez, vas-y. Non, mais il faut dire une chose, c'est que. La situation au Moyen-Orient, il ne faut pas croire qu'elle n'est pas liée aussi à ce qui se passe en Europe, à ce niveau-là, en particulier les conflits qu'il y a en Europe. Pourquoi? Parce que tu retrouves les mêmes protagonistes, ou quand on trouve les mêmes mondes qui en fait, ou quand on trouve les mêmes types d'acteurs. Oui. Bon. Et c'est vrai que c'est une situation qui crée depuis non. C'est création à l'État d'Israël après la guerre. Après la Deuxième Guerre mondiale, qui en fait posait, parce qu'elle a été mal enclenchée, qui posait un problème de fond. C'est-à-dire chasser un peuple pour remplacer par un autre bidet. Et à partir de là, on crée un problème qu'on aura dit aux gens qui ont couché, ces gens qui ont fait carbonara, c'est-à-dire qui à un moment donné qui est pété. En plus, on rend-vous compte que parmi les antagonistes, on a des antagonistes qui ont des positions que vous avez dit extrêmes, mais qui en fait rejoignent tout à fait. C'est-à-dire, regardez qui l'État d'Israël sous Netanyahou. Oui. Qui les Hamas, ils ont tous les deux d'accord, ils contre la solution de 2 États. Donc, ils ont pour la faute mort, jusqu'à ce qu'il y ait une mort. Bon, donc on rend compte qu'il y a une autre contradiction. Deuxième problème, c'est que à partir de la situation actuelle là, on est tout en désinformation qui a fait.
Pourquoi? Parce qu'Israël était représenté pour les puissances occidentales, il faut le dire tel qu'il est, hein, on sort de coin dans cette situation-là, ça, qui était qu'à justement barrer vent à ça créer l'expansionnisme arabe. Et donc, en fait, il était utilisé. Mais d'utiliser, il prend tellement force qu'après ça, il est instrumentalisé, tout ça, mais il prend tellement force qu'il n'a pas qu'à obéir encore aux ordres qui tenaient avant et il n'a pas rempli tout à fait fonction là, parce qu'il y a une propre ambition. Et de l'autre côté là, on rend-vous compte qu'il n'y a ni des États arabes qui sont en plein développement et qui ni propre intérêt à eux aussi à défendre à ce niveau-là ça, et que la cause palestinienne parfois t'est qu'à servir un instrument aussi. Et on est en situation explosive qui est créée, et par rapport à ça qui passait ces derniers jours-là, nous on sort de malhonnêteté aussi dans l'information et tout ça, à ça. Certainement que pas ni pour drôme iranien, tout ça, $300, tout ça, l'Israël, si Israël pas te permettre d'aller bombarder en Syrie l'ambassade iranien. À partir du moment où on a fait une action comme ça, vous savez bien que tous les ambassades qui vont considérer comme des territoires nationaux les pays qui allaient, et à partir de moment-là, ça, vous savez qu'on a déclenché une situation. Donc, si vous voulez, situation là, ça, il porte effectivement d'un conflit beaucoup plus généralisé. Et là, nous. Et il ne faut pas qu'on comprenne que pour conflit généralisé là, ça peut toucher aussi partir à conflit là qui est en Europe de l'Est. Oui. Avec problème à l'Ukraine là aussi, puisqu'il y a des alliances qui coopèrent. Donc, en fait, c'est des bruits de bottes qui ont bien montré que nous avons une situation qui est extrêmement grave. Extrêmement tendue. Avant d'arriver à l'Europe, et nous pas à l'abri. Jouer là-dessus, alors Raymond. Oui, alors on parle du Proche-Orient. Oui, Proche-Orient, on a et donc il y a eu des événements d'hier soir avec l'Iran, Israël, et qui, à mon avis, enfin, on est tous unanimes à dire que c'est le prolongement de ce qui s'est fait ces derniers jours, et puis ce qui se fait depuis Naninana concernant Israël, Gaza et les Palestiniens. Et puis, je suis en train de m'interroger moi-même et de me dire, mais à quoi sert tout ça? Bon, on voit que les choses, à mon niveau, je vois que les choses sont simples. Tellement simples que je me demande comment on n'arrive pas à trouver quelque chose pour arrêter cette guerre, de casser un pays, briser des gens, démanteler des familles, mettre des enfants en misère. Mais pourquoi? Pour prendre le cas d'Israël et de la Palestine. Et de Gaza, les Palestiniens. Mais il y a deux peuples qui vivent sur le terrain. Il y a Israël et il y a les Palestiniens de l'autre. Ils sont chacun sur un territoire. Maintenant, je vois ça tellement simple à mon niveau. Parce que nous, tu es dans un environnement de paix, peut-être. Peut-être. Parce que j'ai toujours peur, et c'est là encore avec beaucoup de prudence. Moi, je vois dans mon raisonnement de naïveté. Oui. Mais j'ai toujours peur de me prononcer sur ces sujets-là, parce que ce qui circule dans les valises diplomatiques, on ne sait pas. Personne ne sait. Personne ne sait. Parce que c'est diplomatique. Personne ne sait. Et je ne vais pas m'aventurer à dire que Israël a tort ou que Gaza a tort, parce que je suis sûr que Biden, c'est certainement dans le détail, et M. Poutine, et les autres aussi, Macron et les autres, ce que nous ne savons pas. Et que ne saura jamais, ou alors bien après coup. Donc je suis très prudent de me prononcer sur ce genre de situation. Cependant, mais je trouve tellement simple que ils sont chacun sur une terre. Mais mon Dieu, moi je vois ça simple de dire, mais toi tu es déjà là, tu restes là, mais toi tu vis là, même si c'est pas à toi, mais on va s'organiser pour te dire que tu pourras rester là. Et puis, on retrouve la paix. Mais je trouve ça tellement... Et c'est peut-être simple et con. C'est moi qui suis certainement le con de cette affaire-là. Mais je ne vois pas l'intérêt de casser, de briser, de tuer. L'armement. J'ai vu pour arrêter un drone avec les systèmes israéliens, chaque lancement, c'est 50 000 euros. Et c'est 50 000 $. Et quand on a une dizaine, une vingtaine, une cinquantaine par nuit, ah ben on voit, on aurait pu mettre cet argent-là
à disposition de la planète, de chacun de son pays, pour avoir une vie de rêve sur la planète. Qu'est-ce que M. Poutine a allé à casser l'Ukraine? Qu'est-ce que Israël et la Palestine, Gaza... Mais moi, je suis sûr que la réponse est là, mais il y a une question d'intérêt, d'argent et de pouvoir. C'est la primauté au jeu des intérêts. Et de casser un pays lorsqu'on a déjà construit un pays après 100 ans, et puis de casser le pays. Alors, on sait que l'Europe, terre de paix, mais malheureusement, il y a la vieille Europe, comme on dit, qui était terre de paix, la France, l'Allemagne, l'Italie, etc. Enfin, en principe, mais elle n'a jamais été terre de paix, parce qu'elle avait deux guerres mondiales. Oui, elle a fait des guerres ailleurs. Alors, quel est le rôle qu'on pourrait... Le problème, c'est que c'est pas l'Europe terre de paix, c'est que la guerre. Non, on n'a jamais été. L'Europe, la coalition occidentale a fait des guerres partout, de conquête, de colonisation, Non, le problème, c'est que la guerre est rentrée chez eux. Oui, c'est ça qui est différent. Et alors qu'on pensait, au moins depuis 1945, que le territoire européen était complètement protégé, les gens avaient évolué, les gens étaient bien, les gens qui habitaient. Alors, pour revenir à ce que disait un tout petit peu Raymond pour faire la liaison, le problème, c'est que c'est pas nous, enfin, c'est pas le petit peuple qui fait la guerre. Faut arrêter. C'est pas les honnêtes gens, au sens. Nous, on est spectateurs d'un état du monde, d'un spectacle du monde, qui nous prend en otage au cœur même de nos assises. Fondamentalement, le paysan français, le français, l'européen, il est pour la paix. Il ne va pas envoyer ses enfants à la guerre se faire tuer. Il sait ce que c'est que la guerre. Mais on a l'impression que les gens qui nous dirigent maintenant, premièrement, ils n'ont pas été élevés, ils ne savent pas ce que c'est, ils ne connaissent pas leur propre histoire et ils n'ont pas de schéma. Les Français ne veulent pas la guerre. Mais non, mais personne ne veut la guerre. Mais attends, mais vous savez ce que c'est que la guerre? Enfin, je ne sais pas, moi, je n'ai pas connu la guerre. Hein. Mais non, mais je ne veux pas la connaître. Et aucun de mes enfants ne vont se battre pour personne. Oui. Donc c'est un petit peu ça l'idée, c'est dire est-ce qu'on peut construire un monde apaisé, relativement apaisé, relativement harmonieux, autour de principes fédérateurs qui nous permettent de vivre ensemble. En garantissant les intérêts. Et qui correspondaient soi-disant à la vieille Europe, celle des idées, celle des Lumières et celle du développement commun. Voilà. On est loin de ça. Voilà. C'est un peu le but de la mondialisation. Alors, la mondialisation heureuse. Mais ça s'est dévié jamais. On revient René parce qu'on me fait signe bientôt. René, alors réagissons par rapport à la position de l'Europe par rapport à tout. Non, mais il y a une chose. Non, mais quand tu le dis quand même, à niveau là, ça, c'est que faut pas croire que les extrémismes d'un seul côté. Hein. Oui. Alors ni ça y a l'islamisme, après même dit l'islamisme, mais l'extrémisme islamiste. Le Hamas porte certainement des théories là, ça, etc. Mais avant là, tenir l'extrémisme juif. Hein? Bien sûr. Oui. Et l'extrémisme juif, comme Netanyahou, directement lié à ça. Nous travaillons de la Palestine, mais ils ont sorti autorisé encore occupation à 800 hectares à la Palestine, etc. C'est-à-dire que petit à petit, ils ont qu'à manger à deux, etc. Donc, effectivement, ces bougs-là qu'il a là, et qui sont des extrémistes juifs qui envahissent et qui quand même tuent des Palestiniens, et à l'armée, ils n'ont pas envie de sortir là. Donc, souvent, on a créé une situation qui est inconcevable, ou obligatoirement, de sécurité problème là, ça. On est donc des extrémistes qu'il faut éliminer, aussi bien à Israël que d'autre côté. Il faut rendre minoritaire, de telle façon à rétablir une situation véritablement qui peut mener un jour à la paix. Mais, avec cette idée que les extrémistes en question sont des extrémismes religieux. Et que c'est la religion qui a fait le plus de morts dans la vie de l'humanité. Absolument. Et même dans cette zone-là, ça, avec les grandes bitailles qui étaient nées à l'époque et tout ça. Nous ne pouvons pas même parler d'Europe de l'Est, mais nous devons parler de l'Europe. En tout cas, en appelant à l'apaisement, que le monde soit un monde différent, de bien-être social, comme je souvent je dis, de welfare. Oui. Donc nous allons clôturer cette émission. Excuse-moi, il faut le dire, mais il ne faut pas le dire avec naïveté. On a l'impression que nous, en Guadeloupe, nous pouvons rendre compte de l'impact là que ça peut nier nous, puisque nous n'avons pas aussi qui nous veut pas aussi. Et on fait comme si tout va bien. On fait comme si tout va bien. Et qu'on est protégé. Alors, la vidéo va nous dire, est-ce que, effectivement, va sans doute lié à cela, à l'apaisement. Il faudra voir les conséquences que ça peut entraîner sur nous. Voilà. Alors, on clôture avec cette vidéo. Certains vont apprécier, d'autres pas, je n'en sais rien. Comme d'habitude. Il faut de l'apaisement. C'est classique.
avec ça. De toute manière, c'est le moment, en ce moment.